Bonjour à toutes et à tous. La poésie contemporaine pour le bac de français. Souvent, c'est un peu la bête noire des élèves, un sujet qui peut sembler, disons, un peu fuyant. Mais pas de panique. L'objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer ensemble cette poésie pour en faire un véritable atout le jour de l'épreuve. Pour commencer, mettons tout de suite le doigt sur ce qui pose problème. Cette citation l'exprime parfaitement. Contrairement aux grands mouvements bien balisés comme le romantisme ou le surréalisme, ici, il n'y a pas de manifeste, pas de chef de file unique. C'est un foisonnement de voix, un archipel de pratiques très différentes les unes des autres. Et voilà la question qui nous intéresse. S'il n'y a pas de grille de lecture toute faite, comment est-ce qu'on peut construire une analyse qui soit solide, qui tienne la route? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. On va se construire une méthode, une boîte à outils efficace. Voici notre plan de match. D'abord, on va essayer de cerner cette poésie un peu insaisissable. Ensuite, et c'est le cœur de notre méthode, on va explorer 3 piliers d'analyse: le refus, le réel et la mission du poète. Et bien sûr, on terminera par du concret. Comment appliquer tout ça à un commentaire ou une dissertation? Allez, c'est parti. Alors, mission impossible? Non, bien sûr que non. Mais ça nous oblige à changer un peu notre manière de penser. Plutôt que de chercher à tout prix une définition unique à un mouvement, on va plutôt chercher à identifier un ensemble de traits communs, une sorte d'air de famille qui relie ces poètes, même s'ils sont très différents. Ce qui est vraiment déterminant ici, c'est ce dernier point. Au-delà des formes libres, du vers ou de la prose, ce qui unit beaucoup de poètes contemporains, c'est cette interrogation fondamentale. Que peuvent vraiment les mots? Sont-ils encore capables de dire le monde, la douleur, la beauté? Cette méfiance se suspend envers le langage du même. C'est une clé d'entrée absolument essentielle. On aborde maintenant notre premier pilier, et c'est sans doute le plus important pour comprendre l'état d'esprit de cette poésie. On va parler de la poésie du refus, un concept théorisé sous le nom de modernité négative. C'est le poète Emmanuel Ocar qui a forgé ce terme, et il est très éclairant. L'idée, c'est que cette poésie se construit contre quelque chose. Elle ne dit pas « voici ce que je suis », mais plutôt « voici ce que je ne suis plus, ce que je rejette ». C'est un geste de rupture avec une certaine tradition. Et qu'est-ce qu'elle refuse concrètement? Eh bien, les grands épanchements sentimentaux, le pathos, les larmes. Elle refuse aussi les poèmes qui veulent nous donner des leçons de morale. Et surtout, elle se méfie de ce qu'on appelle le poétisme, l'accumulation d'images poétiques un peu toutes faites, les lunes d'argent et les roses purpurines qui finissent par sonner creux. L'idée, c'est de chercher une parole plus sobre, plus honnête. Cette citation de Philippe Jacotet est absolument magnifique pour illustrer ça. Il nous dit, en somme, que le mot sang ne fera jamais saigner la page. Il y a un gouffre entre le mot et la réalité de la chose. Le poète le sait, il en est douloureusement conscient, et cette conscience devient le sujet même de son poème. C'est un constat d'impuissance du langage qui, paradoxalement, produit de la poésie. Logiquement, si on refuse les grandes envolées lyriques et les images grandioses, vers quoi est-ce qu'on se tourne? Eh bien, vers ce qui est là, sous nos yeux, le concret, le tangible. C'est notre deuxième pilier, un ancrage très fort dans le réel, et parfois même dans le plus banal, le prosaïque. L'exemple fondateur, c'est bien sûr le parti pris des choses de Francis Ponge, qui va écrire des poèmes sur un cajot, un galet ou un morceau de pain. L'idée, ce n'est pas d'embellir ces objets, mais de les regarder avec une telle attention, une telle intensité, que leur poésie propre se révèle d'elle-même. On regarde le monde tel qu'il est, et c'est de là que naît le poème. Le critique Jean-Michel Maulepoix parle à ce sujet de simplification lyrique. Attention, c'est une notion importante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'émotion, ça veut dire que l'émotion est plus discrète, elle naît de la description précise du réel plutôt que de grandes déclarations enflammées. Le langage poétique se fait plus simple, plus direct, moins chargé en métaphores. Très bien, donc le poète se méfie du langage, il se tourne vers le réel. Mais au final, pour faire quoi? Quelle est sa mission? C'est notre troisième et dernier pilier. C'est une question qu'il faut toujours se poser face à un texte. Quel rôle l'auteur, le poète, est-il en train de se donner? Et là-dessus, on peut distinguer au moins 2 grandes postures. D'un côté, il y a le poète traducteur, incarné par Jacotet. C'est une posture humble. Le poète est un simple passeur, celui qui essaie de traduire la beauté qui est déjà là, dans le monde. Et de l'autre côté, on a le poète déclarant, comme Patrick Chamoiseau. Là, le poète endosse un rôle beaucoup plus politique, presque prophétique. Il n'est pas là pour traduire, mais pour affirmer des vérités, pour déclarer des droits. Parfait. Maintenant qu'on a nos 3 piliers, le refus, le réel, la mission, on passe au plus important. Comment on articule tout ça pour construire une analyse solide le jour de l'épreuve? Le point crucial à comprendre, c'est que ces piliers ne sont pas des cases à cocher, mais plutôt des questions à poser au texte. Voilà la méthode, en 3 temps. Face au poème, on commence par s'interroger sur son rapport au langage. Est-ce qu'on sent de la méfiance, de la sobriété? C'est notre premier pilier. Ensuite, on se demande ce que le poème regarde. Le quotidien, le banal, c'est notre deuxième pilier.
Et enfin, on déduit de tout ça la posture du poète. Quelle mission s'est-il donnée? C'est notre troisième pilier. L'énorme avantage de cette approche, c'est qu'elle fonctionne comme une sorte de guide. Elle vous permet de ne jamais être à court d'idées et surtout de construire des axes de lecture qui vont plus loin que le simple repérage de figures de style. On accède à une véritable interprétation du projet de l'auteur. Pour conclure, on voit bien qu'au-delà de sa grande diversité, la poésie contemporaine nous invite à une forme d'humilité et d'attention. En questionnant le pouvoir des mots, elle nous apprend à mieux regarder le monde, à interroger ce qui nous entoure et la manière dont on essaie de le dire. Et c'est peut-être ça sa plus grande force et sa plus grande modernité.